Nous recevrons, Vincent Pitard. Il est le co-auteur avec Sandrine Maten de ce livre paru chez Dipro, Votre image sur Internet, à vous de jouer. E-réputation, la théorie par l'exemple. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un livre assez exceptionnel, une vulgarisation dans le sens le plus noble du terme, mais c'est surtout passionnant à lire, ce qui n'était pas forcément évident. Lorsque j'ai reçu le livre, je ne me suis pas dit tout de suite je vais me plonger dedans et je vais plus pouvoir le lâcher, et c'est ce qui s'est passé. C'est un excellent ouvrage, vous allez retrouver plein de choses, mais surtout des histoires. C'est mis en scène en réalité, et à travers des personnages que vous allez rencontrer dans cet ouvrage, vous allez comprendre tout ce qui se fait aujourd'hui et toutes les possibilités de ce qui se passe sur Internet par rapport à votre image, et plein de bons conseils évidemment pour essayer de gérer ça. Rien n'est simple, la situation n'est pas manichéenne, et on va en parler avec lui juste après Brigitte. Tendance première, Véronique Tiberghien. Votre image sur Internet, c'est notre sujet de dossier du jour avec notre invité Vincent Pitard. Bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes juriste de formation, vous avez bifurqué dans l'entrepreneuriat, vous avez fondé aujourd'hui l'agence Réputation 365, qui est une agence qui s'occupe de l'image des autres sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et vous avez écrit avec Sandrine Maten, qui est à l'Université catholique de Louvain, chargée et surtout spécialiste de la manipulation mentale. Vous avez écrit cet ouvrage sur l'image. Alors, comme je le disais, c'est un ouvrage qui est écrit de manière très particulière. C'est paru chez Dipro, qui est une maison d'édition qu'on connaît bien, mais qui est une maison d'édition qui fait plutôt paraître des livres sur des sujets de société, mais de manière très décortiquée, un peu académique parfois. Professionnel. Ici, parfois, on est dans le thriller, quoi. C'est vraiment des histoires que vous nous racontez, l'histoire de plusieurs personnes, et à travers leur histoire, ce sont des éléments qui, aujourd'hui, arrivent tous les jours, et qui peuvent entacher la réputation d'une personne, tout cela parce que son image sur Internet n'a pas été suffisamment bien gérée, ou lui a échappé parfois contre elle-même, avec différentes façons d'en parler. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en parler comme ça ? Parce que justement, vous le dites, ça concerne tout le monde aujourd'hui. C'est plus uniquement l'homme ou la femme politique, le dirigeant fortement médiatisé. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneur, c'est le patron de PME qui doit incarner son entreprise. C'est aussi l'étudiant qui sort et qui va chercher du travail. C'est un salarié aussi qui est en reconversion de carrière. Ça concerne tout le monde. Et donc, je voulais un livre qui soit pas trop didactique, parce que c'est vite une matière qui devient technique. Oui. Donc, il fallait simplement que chacun puisse se projeter dans des histoires qu'on a pu rencontrer, ou d'ailleurs qui, pour la plupart, sont inspirées de cas réels. Oui, parce que c'est presque banal, entre guillemets, aujourd'hui, d'être confronté à ce à quoi vont être confrontés Florence, Stéphane, François et les autres, et notamment en matière d'usurpation d'identité. Je trouve que c'est de plus en plus régulier. C'est totalement sous-estimé par, alors peut-être pas par la justice, mais en tout cas par les personnes qui en sont victimes elles-mêmes. Les spécialistes parlent de plus de 200 000 cas en France par an, alors qu'il n'y en a que 15 000 qui seraient dénoncés à la police. Ce qui fait que des gens n'arrivent même pas à gérer des situations... Ou ne s'en rendent même pas compte, ou trop tard. Beaucoup sont encore avec le principe « pour vivre heureux, vivons cachés », et ne se préoccupent pas finalement de savoir si même leur image existe. Et Internet parle de nous, avec ou sans nous. Vous disiez un peu dans le lancement, c'est important de reprendre un peu sa main, de marquer son territoire numérique. Et puis, là, les communales approchent. À mon avis, il va y avoir quelques cas d'usurpation, parce que justement, certains qui sont inconnus vont se retrouver sur des listes électorales sans avoir forcément une image qui a été construite. Eh bien, ça devient un enjeu pour des opposants, ou certains qui ont mis le curseur de l'éthique un petit peu bas. Alors pour François, je pense que c'est François qui en est victime dans l'ouvrage, ça va très loin puisqu'il est convoqué à la police un jour et on l'accuse d'avoir escroqué une personne pour un montant assez important d'argent, et il se retrouve dans la situation, moi c'est une situation qui m'a toujours fait peur et je trouve que c'est très bien décrit, il ne peut pas se défendre. Il tombe des nues. Il tombe des nues, il ne comprend pas, il essaie d'expliquer que ça n'est pas lui, et il a un mur évidemment devant lui parce qu'il est totalement désarmé pour prouver que ce n'est pas lui. Et puis il n'a aucune prise, parce qu'il ne comprend pas, ne serait-ce que le périmètre, dans quoi est-ce que tout ça s'insère, est-ce que c'est vrai ou pas, dans quelle mesure les gens ont vraiment pris sa place.
ont parlé en leur nom, en son nom. Donc pour beaucoup, c'est terrible parce que c'est tout d'un coup le rideau tombe et on s'aperçoit qu'on aurait peut-être dû s'en préoccuper auparavant. On pensait que tout ça concernait les autres. Je n'ai pas forcément besoin de construire mon image professionnelle. J'ai 50, 60 ans, 70 ans, mais pourtant, je suis peut-être actif dans une SBL. J'ai une image aussi qui est importante. Vous le disiez tout à l'heure, on a pris ce réflexe-là de googliser les gens. On tape le nom et puis on voit un petit peu ce qui apparaît. Ça, c'est d'ailleurs le premier conseil que je pourrais donner aux auditeurs. C'est d'ailleurs la première étape pour reprendre un petit peu en main son image sur Internet. On tape son prénom et son nom entre guillemets sur Google pour pas le citer, et puis on regarde ce qui apparaît dans la première et la deuxième page de résultats. Si tout correspond à ce qu'on est ou à ce qu'on a envie de montrer, tout se passe bien. Mais si on voit déjà qu'il y a des aspects, des informations obsolètes ou inexactes ou ce qui est plus délicat, ce sont les homonymes, des homonymes un peu lourds à gérer. Là, on a déjà un premier plan d'action qui se dessine et on voit comment refaçonner un petit peu son image. Il y a en matière d'usurpation d'identité aussi la chose qui à mon avis est la plus banale aujourd'hui, qui circule le plus, c'est quand vous recevez un mail d'une personne que vous connaissez qui vous demande votre aide, qui est à l'étranger à ce moment-là, de fait, et elle vous demande votre aide sans plus d'explications et vous devez la recontacter. Ça, c'est aussi de l'usurpation d'identité et en général, ça, on laisse de côté. On se dit, oui, mais c'est pas grave, je suis victime de ça. Christian, lui, nous a contactés parce qu'il a été victime de cela. Il a été contacté par des amis qui recevaient des mails un peu alarmistes à son sujet, qui ont eu la bonne idée de le contacter, lui, et non pas le numéro de téléphone qui était indiqué. Et il s'est donc aperçu que son compte, qui était un compte Gmail à l'époque, avait été piraté et qu'on l'utilisait pour contacter tous ses proches. Il est entré directement en contact avec Gmail, mais il nous dit, ce que vous ressentez dans ce moment-là, c'est un moment de panique où vous vous dites que tout doit être fait dans la minute. Et vous ne trouvez pas dans la minute la personne à contacter chez Gmail pour pouvoir régler le problème. Et vous ne trouvez pas non plus un numéro de téléphone à appeler, ni même une adresse email. Et vous cherchez désespérément et vous commencez à paniquer en vous disant que des proches à vous vont être escroqués et que ce sera de votre faute. Vous prenez à ce moment-là plusieurs heures et vous n'êtes pas bien pendant ces heures-là. Et il faut bien penser qu'il faut du temps pour pouvoir régler une situation comme celle-là. Heureusement, j'ai fini par trouver qui je devais contacter et comment je devais contacter ces personnes. J'ai envoyé un mail et les choses se sont réglées de manière extrêmement rapide, nous dit-il. Par contre, je sais que ce n'est pas toujours le cas en fonction des différentes adresses qu'on peut avoir. Oui, l'adresse email aujourd'hui, c'est devenu la première porte que va fracturer quelqu'un qui veut usurper une identité. Parce que souvent, les mots de passe, ils sont pas très bien construits, ils sont pas si sécurisés que ça. Et une fois qu'on a la main sur l'adresse email, ensuite on déroule tout. On va sur les réseaux sociaux, on clique sur j'ai oublié mon mot de passe, un mot de passe nouveau est généré dans l'adresse email où l'usurpateur a la main, et là ça y est. Tout d'un coup, on parle en votre nom. Donc, bien sûr que c'est facile de dire il faut s'en préoccuper avant. Mais c'est le but de cette émission, d'ailleurs. C'est de conscientiser chacun, à la fois sur l'importance du mot de passe. C'est vraiment une clé. On peut faire toujours des parallèles avec les réputations sur la vie réelle. On laisse pas sa clé sous le paillasson ou accrochée à côté. Donc, il faut vraiment se préoccuper de ça parce que, au-delà des réputations, moi, je parle de plus en plus d'identité numérique. C'est vraiment quelque chose qui nous colle à la peau et qui va prendre de plus en plus d'importance. Elle est fragile, cette image, il faut en prendre soin, mais elle peut être extrêmement puissante aussi, si on commence à en prendre la pleine mesure. Elle demande aussi que l'on prenne conscience que ce que l'on fait aujourd'hui pourra avoir une répercussion dans 20 ans, alors qu'on ne l'avait pas imaginé à ce moment-là, et c'est ce qui peut arriver aussi dans d'autres cas. On va revenir sur les témoignages et les questions qui nous arrivent au 02 737 26 06, 02 737 26 06. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à tendancepremière@rtbf.be ou bien un message par SMS au 60 31. On va revenir sur la gestion de crise pour certaines marques et certaines entreprises. Je trouve ça fascinant parce que ça arrive tout le temps. Et cette gestion, elle passe par l'image des réseaux sociaux et souvent, on voit que la maîtrise a commencé à bien faire son trou, je trouve, dans les entreprises qui arrivent à bien contenir parfois certaines catastrophes qui pourraient leur arriver pour leur image. Et on y revient juste après Maxime Le Forestier. Tendance première.
Vincent Pitard est avec nous et cet ouvrage, Votre image sur Internet, c'est paru aux éditions Edipro. Et on a un autre Christian qui nous a téléphoné. Il a 76 ans. Lui, il dit « Je n'ai pas Internet, mais je me suis quand même retrouvé sur Internet » quand tu disais que ça concerne vraiment tout le monde. Au départ, avec mon numéro de téléphone, nous dit-il, sur lequel se greffaient plein d'informations personnelles me concernant. J'ai trouvé ça très désagréable et j'ai saisi la commission de la vie privée. Finalement, j'ai eu l'aide de quelqu'un de ma famille qui a écrit au site qui était basé en Allemagne, et ce site a retiré toutes mes informations. Est-ce qu'aujourd'hui les moteurs de recherche et autres compagnies qui ont partie prenante sur Internet jouent le jeu de répondre rapidement à ce type de demande, de rectification, de correction, de changement et autres? Alors il y a les moteurs de recherche, ils jouent le jeu un peu contraint et forcé. Oui. Depuis 2014, il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui impose à Google de supprimer de ses résultats des informations qu'on peut considérer comme obsolètes, inexactes ou trompeuses même. Alors il y a toute une série de conditions. Il y a à peine la moitié des demandes qui sont prises en compte. C'est ça, vous le dites, c'est pas forcément évident. Même s'il y a la possibilité c'est pas pour autant qu'on va arriver au bout de sa démarche. Non, c'est pas pour autant, parce que les conditions sont vraiment strictes. Google s'est mis un petit peu en juge et partie. Il était un petit peu étonné par cet arrêt qui crée cette obligation. Donc il a défini un petit peu les critères d'acceptation ou non. Alors ça doit être personnel, ça peut pas être des informations qui concernent la vie professionnelle, ce sont des informations qui sont mises en place par un tiers, donc votre vieux blog dont vous n'avez plus l'accès, ça ne rentre pas dans ces conditions-là. Mais ça reste, alors on parle de droit à l'oubli, mais ça reste plutôt un droit au déréférencement. C'est-à-dire que c'est supprimer des pages de résultats, mais l'information, elle existe toujours sur Internet. C'est un petit peu comme si vous supprimiez la table des matières d'un livre, les pages concernées existent toujours. Donc votre auditeur a bien fait, il faut d'abord aller à la source. Il faut essayer d'aller supprimer ces informations-là. Donc soit vous avez la main sur ces sources-là, parce que justement, c'est peut-être un vieux blog ou que sais-je. Commencez par tout ce dont vous avez la maîtrise. Et puis ensuite, contactez ceux que vous connaissez, qui parfois ont mis des informations sans forcément vous demander votre avis, des photos, parfois sans volonté de nuire. C'est pas de l'usurpation, mais vous vous retrouvez avec des traces numériques qui ne sont plus celles que vous acceptez ou que vous assumez. On va peut-être utiliser ce mot-là, parce que ça, c'est vraiment Oui, parce que je trouve que Florence, dans votre livre, son histoire, elle est, moi, elle me pose plein de questions en réalité. Florence, un jour, elle travaille au moment de l'histoire sur un gros contrat qui va être signé au niveau européen. Elle a une importance majeure dans la signature de ce contrat. On travaille depuis des mois et des semaines, etc. Et elle a un coup de téléphone d'une journaliste qui lui dit oui, mais je sais que vous avez fait partie d'un groupe d'activistes qui a manifesté anti-OGM. Or, aujourd'hui, elle travaille pour des sociétés agroalimentaires. C'est tout à fait l'inverse. Et donc, elle est complètement perdue par rapport à ça. Moi, ça me pose plein de questions parce que je me dis, mais on a le droit d'avoir une vie qui change et d'avoir des changements de vie, des changements d'opinion. On a les opinions qu'on a à 18 ans. Parfois, elles perdurent, mais le plus souvent, quand même, elles changent avec le temps qui évolue et nous qui grandissons et qui prenons en maturité, des choses comme ça. Enfin, bref. Et donc, je trouve qu'à la fois, son histoire est banale, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi un peu de paranoïa derrière ce genre de choses? Oui, alors c'est ce qui a beaucoup changé finalement avec ce concept d'irréputation, c'est que comme Internet n'oublie jamais, on se retrouve avec des vieilles histoires qu'on pensait tomber dans l'oubli. Auparavant, on n'avait pas cette mémoire-là. Et donc, dès que quelqu'un commence à entrer un petit peu sous la lumière des projecteurs, il y a des spécialistes de l'archéologie numérique qui vont aller fouiller son passé pour retrouver des informations qui la mettent en difficulté aujourd'hui. Il faut pouvoir vivre avec ça. Donc, il faut être prudent dans les informations qu'on libère aujourd'hui, sans tomber dans la paranoïa non plus. Et on peut avoir des causes, on peut avoir des combats, on doit en être fier aussi. Simplement, voilà, je vais utiliser ce mot-là, assumer. C'est ça qui doit être le GPS de la maîtrise de son image sur Internet. Ce qu'on libère aujourd'hui, on doit pouvoir l'assumer aujourd'hui et demain. Pas facile, mais lorsqu'on a des combats, eh bien, ça fait partie malgré tout de nous. On a quelques clients qui, il y a quelques années, étaient dans des partis politiques un peu extrêmes. Alors ils nous disent, est-ce que, moi j'ai repris une autre vie, j'ai abandonné tout ça, ou un autre qui a été condamné lourdement, pénalement.
Alors, est-ce que c'est notre rôle aussi de dire on doit essayer de nettoyer ou de supprimer tout ça? Est-ce que ça fait partie de l'histoire aussi? On a aussi nos propres règles éthiques qui sont pas si simples que ça à définir. Parce que moi, je vais presque dire, il y a des trucs que je pensais à 18 ans, je pense totalement l'inverse aujourd'hui. Voilà, ça fait partie de la vie. Et si je suis surprise qu'on n'accepte pas cette idée-là, qu'on puisse changer. Et heureusement qu'on évolue avec cette le temps. Candidate à The Voice en France. Oui, tout à fait. C'est aussi ce type de situation qu'on rencontre le plus souvent. Donc on va rechercher une information lointaine, souvent en la décontextualisant, parce que ça a été dit d'une autre manière. Mais ça, c'est tout le parcours aussi. C'est ce qu'on voit aussi avec les étudiants. Essayer de reprendre peut-être des moments dans leur début de vie numérique. Pour certains, ils ont déjà 10 ans de vie numérique derrière eux, alors qu'ils n'ont même pas 25 ans. Donc, forcément qu'il y a des choses qui sont plus tout à fait en accord avec ce qu'ils sont aujourd'hui, des combats qu'ils ont menés ou ce genre de choses-là. Eh bien, il faut à la fois les assumer et puis les intégrer dans sa propre histoire. Florence, elle va expliquer peut-être que ce qu'elle a fait en son temps, c'est ce qui a forgé justement son opinion aujourd'hui, son combat, et elle a envie de se battre parce que cette révélation, elle l'a eue à ce moment-là. Essayez toujours de reprendre un petit peu un contrepoids, le revers de la médaille. Florence, c'est le personnage du livre, votre image sur Internet. Une autre question qui nous est arrivée, et plutôt même un témoignage, c'est celui de Guylaine qui nous dit, en cherchant des traces de Jean Kestergat, qui est auteur, journaliste à la Libre Belgique, je suis tombée sur le site d'Icocitation, avec des citations racistes qui lui étaient attribuées. Je le connaissais bien, c'est mon père, et ça ne collait vraiment pas à la réalité. Pourtant, il y avait un parfum de déjà-vu. Je me suis souvenue d'un livre qu'il avait écrit sur l'Afrique du Sud et j'y ai retrouvé ces phrases dans le livre, mais prononcées par des interlocuteurs et rapportées par l'auteur. Après un échange de plusieurs mails, j'ai obtenu une correction, un erratum sur le site, ce qui n'a certainement pas empêché la calomnie de circuler, nous dit Guylaine. Et de fait... À nouveau, la décontextualisation. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on enlève sur 10... On sait que les sites se copient les uns les autres. Vous retrouvez généralement parfois des informations au mot près sur 4 sites différents. Vous savez pas très bien quel est le site d'origine sur l'info en question. Mais voilà, ça circule très vite et ce n'est pas parce qu'on enlève d'un site qu'on est... Qu'on maîtrise la totalité des choses. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut renoncer à ça. Alors, la maîtrise totale. Oui, dans une certaine mesure. En tout cas, dès qu'on commence à avoir beaucoup d'informations sur soi, c'est pas possible de tout maîtriser. L'essentiel, c'est de définir un peu un centre de gravité. Et c'est là où chacun doit prendre la main sur ce centre de gravité. Quand on tape son prénom et son nom sur Internet, on va regarder les 2-3 premières pages. Ça sert à rien d'aller plus loin. Si déjà l'image qui se dessine sur Google correspond à ce que vous êtes ou à ce que vous avez envie d'être, c'est déjà bien. Après, certains sont victimes de calomnie parce que malheureusement, c'est devenu presque une nouvelle stratégie pour certaines agences de communication ou pour des opposants en disant calomnier. Ou des concurrents. Oui, bien sûr. Non. Il en restera toujours quelque chose. Donc, il faut pouvoir vivre avec ça. Le nettoyage, ça n'est pas une fin en soi. On nettoie juste pour se donner le temps de mettre en place une stratégie qui est plus pérenne et qui va tenir dans la durée. Et ça se travaille tous les jours, la réputation. On ne peut pas faire une opération de com 2 fois par an en disant voilà, je vais tout changer. Google modifie son algorithme en permanence, les pages de résultats aussi. Et il faut l'accepter, mais... On va revenir sur le sujet juste après une petite page de pub, si vous le voulez bien. Vincent Pitard, vous êtes avec nous pour votre image sur Internet. À vous de jouer, c'est paru aux éditions Edipro. Tendance première. Véronique Tiberghien. Alors Vincent Pitard, est-ce que les grosses entreprises aujourd'hui, elles ont bien compris que l'image sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose d'important? Je pense que oui, vu en général la cohorte de spécialistes dans les toutes grosses entreprises, j'entends. Pour les plus petites entreprises, c'est encore parfois un peu compliqué? C'est compliqué à mettre en œuvre, mais la prise de conscience commence déjà aussi. La prise de conscience, c'est que
La vraie révolution des réseaux sociaux, finalement, c'est qu'on fait plus confiance à un inconnu qui nous ressemble plutôt qu'à ce que dit l'entreprise. Oui. Ça, l'entreprise l'a compris. Après, c'est difficile de mettre des choses en place, mais il faut partir du principe que la vox populi est importante. Et on le voit quand une entreprise publie une annonce pour des emplois, en disant « venez chez nous, on est dynamique, innovant », c'est très bien. Quand ce sont les collaborateurs qui le disent, évidemment, c'est mieux. Ça, c'est toute la partie marque employeur dans le livre, mais les employés sont aussi devenus des prescripteurs, et puis aussi parfois, au départ d'un bad buzz, il y a souvent un employé. Oui. Donc ça, les entreprises l'ont pris en compte. Oui. Vous le dites, c'est vraiment l'employé aujourd'hui qui est devenu la pierre angulaire de l'image de marque sur Internet. En tout cas, de sa marque en tant qu'employeur. Donc, il y a la marque sur le marché, mais sa marque employeur, ça devient effectivement des enjeux extrêmement importants, pour le meilleur et pour le pire. Il peut être à la fois pompier et pyromane, finalement, de l'image de son entreprise. Donc il y a beaucoup de stratégies qui vont dans ce sens-là. Je lisais là un article ce week-end sur Stepstone qui permet maintenant aux employés de noter leur entreprise. C'était déjà le cas avec une autre plateforme qui est un petit peu moins connue, Glassdoor, littéralement la porte vitrée qui permet de voir à l'intérieur de l'entreprise. Donc on note son patron, on note son entreprise. Quand je montre ça aux dirigeants, ils s'étranglent en disant « mais j'ai jamais donné mon autorisation pour qu'on me note ». Oui, mais sur TripAdvisor, les restaurants non plus. C'est une tendance de fond, la guerre des étoiles finalement. Tout le monde note tout le monde et on prend ça en compte beaucoup plus que la voix officielle de l'entreprise. C'est bien que vous parliez de TripAdvisor et autres, parce que justement, je trouve que là, on a quelques beaux cas d'école de personnes qui viennent des concurrents ou pas d'ailleurs, des gens qui sont payés ou pas, peu importe, mais qui viennent détruire la réputation parfois de certains hôteliers, de certains restaurants, de certaines compagnies de voyage, peu importe. Et la difficulté à rattraper par la suite la sauce, quoi. Je trouve que là, on a quand même une plateforme où ça s'amuse bien. Je veux dire, c'est un ring de boxe. Oui, alors TripAdvisor ou les autres, tous ceux qui vivent des avis des internautes, évidemment, leur lutte quotidienne, c'est d'éviter d'avoir des faux avis. Maintenant, quand les avis sont réels, c'est aussi prendre la température de terrain. Un restaurateur qui se dit « moi, je ne veux plus aller voir ma page sur TripAdvisor parce que je n'ai que des avis négatifs », il y a peut-être des questions à se poser aussi. Par contre, quand c'est télécommandé par le concurrent, ça c'est différent. Là, on entre plus d'ailleurs dans une sphère qui peut parfois relever de qualification pénale. Donc, il faut faire la part des choses et ne pas se mettre des œillères en disant « c'était mieux avant ». C'était peut-être mieux avant, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, quand on est dirigeant, il faut prendre en compte ces éléments-là, quand on est restaurateur aussi, et puis ne pas tomber dans la facilité. Il y a quelques mois, je recevais l'appel d'un restaurateur à Wavre qui me disait « bon, j'ai des difficultés avec des sites d'avis, j'ai des avis qui sont négatifs, comment est-ce qu'on peut arranger ça ?» Voilà, je lui explique ce qu'on vient de se dire ici, mais il m'emmène sur un autre terrain. Il m'explique que ce serait peut-être bien de mettre des avis même s'ils sont pas réels. D'acheter des avis, quoi. Voilà, c'est ça. Alors voilà, moi, on sort de mon périmètre. Je dis, il y a sans doute des gens qui pourront vous aider là-dessus. Maintenant, il y a un retour de balancier qui va être très dommageable pour vous. Là, c'est vraiment votre réputation qui va être touchée. Et puis quelques jours après, je vois que c'est finalement l'émission On n'est pas des pigeons qui a essayé de piéger des agences d'e-réputation en faisant appeler un restaurateur. Donc c'est bien, dans l'émission, j'ai été cité en passant pour le bon élève, mais j'en ai vu d'autres avec une voix déformée qui expliquait que c'était 500 € le faux avis, etc. Ça existe bien sûr, on peut acheter des faux fans, on peut tout acheter, surtout sur Internet. Donc attention, parce que c'est effectivement très dangereux pour l'image. L'e-réputation, c'est d'abord de la réputation, et les deux sont vraiment liés. Mais est-ce que finalement, ça passe pas par une éducation nécessaire de tout le monde, entreprise, mais particulier aussi, et le tout public, que ce qui se passe sur Internet n'est pas le reflet de la réalité, et que une image ne se construit pas uniquement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors ça paraît d'une naïveté totale de dire ça, d'une simplicité, mais c'est pas entré, quoi. C'est pas entré dans la tête de tout le monde. Non. Alors la plupart de nos clients, on les aide justement à reconnecter cette e-réputation avec leur réputation.
cette image sur Internet. Ils ont déjà autour d'eux une bonne réputation, mais dès qu'on tape leur nom, c'est pas forcément ce qu'on va y trouver. Donc ça, c'est le meilleur plan de route. C'est finalement de retrouver sur Internet une image qui correspond à ce qu'on est réellement. Après, il y a d'autres enjeux dont vous parlez, l'éducation aux médias, qu'on pourrait commencer dès l'école, même dès l'école primaire, apprendre à avoir un esprit critique, remettre parfois certaines choses en cause en se disant est-ce que c'est réel ou pas, sans tomber dans l'extrême, parce que l'extrême, c'est la théorie du complot. On remet tout en question. Oui. Il n'y a plus rien d'exact. Donc il faut trouver un juste milieu. Et plus on aura la maîtrise de ces éléments-là, et plus on sera capable de faire les bons jugements. Parce que ce que j'ai compris aussi en lisant votre livre, c'est que le cadre légal existe pour sauvegarder ses données, sauvegarder même son image sur Internet et pouvoir faire valoir ses droits, mais que dans la pratique, c'est extrêmement fragile et que c'est peut-être pas dans le droit qu'il faut agir, mais effectivement plutôt dans la pratique et dans les mentalités. Oui, parce que le temps judiciaire et le temps médiatique, c'est pas le même. On le voit dans chaque affaire politique. Parfois, même si on obtient gain de cause devant un tribunal quelques mois après, le mal est fait, en tout cas en termes d'image. Et quelqu'un qui va subir ça, qui va ensuite bénéficier soit d'un non-lieu qui sera plus ou moins d'ailleurs médiatisé, aux yeux du public, il va dire oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis finalement, comment faire la part des choses entre ce qui est dit ou pas. Donc, bien sûr, c'est dommageable. C'est pour ça qu'il faut vraiment reprendre la main sur son image. C'est le titre du livre. À vous de jouer. Il faut la construire. Donc, il faut emmener ce centre de gravité là où on a envie de le mener. On n'aura pas une maîtrise à 100%, mais en s'en préoccupant au quotidien, on pourra avoir quelque chose qui nous ressemble. Votre image sur Internet, c'est paru aux éditions Edipro. Vincent Pitart, merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Et à mon avis, vous en ferez d'autres des émissions parce que l'irréputation, c'est encore... ça va être pas sans fin, mais en tout cas pour les années à venir, on a encore un beau travail. Merci, belle journée à vous. Merci.